Halte, vous êtes dans une zone militaire. Une détonation retentit et la sentinelle s'écroule sur le coup. Le malfaiteur s'empare du fusil d'assaut du soldat, le fourre dans un sac tissé qu'il transporte et s'éloigne rapidement. Les soldats en faction dans les environs accourent en entendant le bruit. Mais entre le dégainé, le tir, l'appropriation de l'arme et la fuite, tout n'a pas duré une demi-minute. Sac à la main, il monte à la seconde près dans un bus qui arrive justement à l'arrêt. À travers la vitre, il regarde les voitures de police passer en trombe, un calme glaçant dans les yeux. Ce n'est pas un simple braquage, c'est le plaisir jouissif de piétiner la loi. Il a intégré à son jeu le temps de réaction de la police, les horaires du bus et jusqu'aux réactions des passants. Pour se débarrasser définitivement de toute filature, il descend en route et, dans des montagnes désolées sans caméra de surveillance, parcourt à pied plus d'une centaine de kilomètres de sentiers de montagne. Tous les quelques mètres, il vérifie qu'il n'est pas suivi avant de reprendre sa marche. Cette effroyable capacité de contre-filature laisse deviner que ce n'est pas un braqueur ordinaire. Mais en rentrant chez lui, ce n'est pas la tendresse qui l'accueille, c'est le regard glacial de sa femme. Ce fusil dérobé n'est plus, à ses yeux, une simple arme, mais le symbole du pouvoir et du statut. À l'approche de la fin d'année, John, le malfaiteur, projette d'accomplir un gros coup avec ce fusil. Le vol de l'arme n'était que la première étape de son plan criminel. La police n'est pas en reste. Le meurtre d'un soldat et le vol de son arme provoquent un émoi considérable dans la région. D'importants effectifs de forces spéciales et de la police armée, lourdement équipés, mettent en place des barrages de contrôle sur tous les axes principaux. Mais John s'était emmitouflé de la tête aux pieds pendant l'attaque et n'a laissé sur les lieux que 2 douilles de calibre 9 mm. La police ignore même à quoi il ressemble et quel âge il peut avoir. Les hommes au barrage ne peuvent que contrôler à l'aveugle chaque véhicule qui passe. Pendant ce temps, John est caché dans un cybercafé, en train de lire en ligne les nouvelles du grand coup qu'il vient de commettre. En constatant que la police n'a fait aucun progrès, il jubile secrètement. Mais en rentrant chez lui le soir, il aperçoit devant sa porte plusieurs policiers accompagnés du chef du village qui font du porte-à-porte. Il se tapit dans un coin comme un rat et n'entre chez lui qu'une fois les policiers repartis. Tu oses encore revenir ici? Tu n'as pas vu le chef du village et les policiers? Si, je les ai vus. Qu'est-ce qu'il a dit, le chef du village? Il a demandé où t'étais passé. J'ai inventé un bobard. Je lui ai dit que t'étais parti bosser à Jingcheng. Espèce d'idiot, tu vas finir par me faire tuer. John le sait pertinemment. Si son mensonge est démasqué, cette maison sera son tombeau. Il ne peut se permettre d'y rester une seconde de plus. Il attrape un sac à dos noir, y fourre quelques vêtements au hasard et part pour Jingcheng. Le lendemain matin, John apparaît à Jingcheng. Depuis une cabine téléphonique publique, il appelle le chef du village en expliquant que sa femme l'a informé du passage de la police et en demandant s'il y a un problème. On mesure sa ruse extrême. Il utilise un appel passé depuis un autre lieu pour se fabriquer un alibi. Le chef du village vérifie la provenance de l'appel, c'est bien Jingcheng. La première vague de contrôle policier passe ainsi à côté de lui. Il appelle ensuite sa femme pour s'assurer que tout va bien. Mais celle-ci le harcèle pour savoir quand il va lui envoyer de l'argent. La pression financière, les exigences de son épouse et sa propre soif extrême d'argent accélèrent son plan criminel. John ne passe pas à l'acte à Jingcheng. Il achète en quantité des vivres et de l'équipement de survie en milieu sauvage, se charge d'un sac de plusieurs dizaines de kilos et s'enfonce dans les montagnes profondes. À la seule force de ses jambes, il parcourt 200 km à pied à travers des étendues désertes et s'infiltre en silence dans la ville de Jingcheng. Pourquoi choisir Jingcheng? Parce que la distance est suffisante pour tirer parti de l'appel passé depuis Jingcheng comme couverture parfaite. Une fois arrivé à Jingcheng, il commence par acheter un plan de la ville, puis fait un choix effroyable. Il élit domicile dans un cimetière isolé, en plein cœur d'une montagne déserte. Le jour, il se cache parmi les tombes, marquant méticuleusement sur son plan les emplacements des banques et les itinéraires de fuite. La nuit, il fait de l'exercice à côté des sépultures, planifier un meurtre au milieu des morts. Cette psychologie extrêmement tordue trahit un homme qui a depuis longtemps fait fi de la vie et de la mort. Une fois tout prêt, John commence à rôder devant les banques. Il fixe attentivement chaque personne qui en sort avec un sac, simulant dans sa tête le déroulement du braquage et de la fuite. Mais c'est un fou méthodique. Avant de passer véritablement à l'acte, il lui faut un exercice à balles réelles. Le lendemain matin, dans un parc en périphérie, John jette son dévolu sur un paysan. Après coup, il ne lui prend pas un sou, car son objectif, cette fois, était uniquement de tester les performances de son arme et le temps de réaction de la police de Jingcheng.